C'est assez évident que ces inégalités sociales se construisent notamment à l'école. La maternelle, c'est la mère de toutes les batailles. Quand vous regardez le milieu social d'origine, déjà il impacte dès l'entrée en maternelle. Oui, le temps d'écran total, ça a un effet négatif sur le développement engagé de l'enfant. Vous avez 49% des parents qui pensent que les écrans n'ont aucun effet sur le sommeil. On a quand même 40% de notre population adolescente qui a des symptômes dépressifs. Il faut parler du cerveau. Il faut leur dire qu'est-ce que ça a comme impact de consommer des substances psychoactives. Vous perdez entre 3 et 4 points de quotient intellectuel que vous ne récupérerez pas. On a une école qui met une telle pression sur le programme par rapport à d'autres systèmes éducatifs. Donc je pense qu'il y a en tout cas la vision dans les autres systèmes éducatifs de se dire on peut sortir du cadre. J'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas à sortir du cadre. Qu'est-ce qu'on développe chez les êtres humains aujourd'hui qui ne soit pas substituable par les IA ? Apprendre à apprendre, lutter contre les inégalités éducatives dès la maternelle et développer la pensée critique à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà des enjeux majeurs pour notre société et des défis auxquels l'éducation doit bien sûr répondre aujourd'hui plus que jamais. Et pour en parler justement, notre invité du jour est Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité et puis directeur aussi du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDé. Chercheur et auteur reconnu, Grégoire Borst consacre ses travaux à comprendre comment les fonctions cognitives et socio-émotionnelles influencent les apprentissages et le développement des jeunes. Alors avec lui, nous allons explorer des questions que nous nous posons toutes et tous. Vous allez voir, on va démarrer tout de suite. D'abord, bienvenue dans cet épisode. Merci à vous, surtout Grégoire Borst, d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Ravi de vous avoir. Alors, on va peut-être commencer par la base. Là aussi, comme on fait dans tous les épisodes ici sur 20 sur 20, c'est essayer de comprendre chez nos invités ce qui les a conduits à les intéresser, leur intéresser sur ce sujet, notamment de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, qui est votre sujet, votre expertise. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit ça m'intéresse? C'est une bonne question. Je pense que ça va être une longue réponse. Vous avez le temps. Non, je pense que le plus évident, c'est que j'ai toujours eu un intérêt pour la question des inégalités sociales en particulier, que c'est assez évident que ces inégalités sociales se construisent notamment à l'école, ou en tout cas que notre système éducatif aujourd'hui a du mal à compenser le poids des inégalités sociales dans le destin des individus, et que, fort de ça, je dirais que comme en plus j'étais un très très mauvais élève à l'école. C'est pas vrai. Si, Je ne crois pas. Je vous assure. J'étais un très mauvais élève à l'école, donc j'ai pas, en tout cas, j'ai pas peut-être la même perspective que les bons élèves à l'école. Voilà, donc je conçois aussi toutes les difficultés que peut constituer le cadre scolaire. Sauf que moi, j'ai la chance d'être plutôt issu d'une famille favorisée, donc évidemment, j'ai pu m'en sortir d'une certaine manière. Mais j'ai aussi tout à fait conscience que si j'avais été issu d'une famille moins favorisée, je m'en serais pas sorti. Ouais. D'accord, moi, j'avais des parents qui pouvaient, d'une part, m'offrir un capital culturel en dehors de l'école. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais aussi des leviers d'action. C'est-à-dire que je pouvais globalement forcer les passages parce que ma mère allait au conseil d'appel, finalement, plaider ma cause, et que voilà, elle avait d'une certaine manière les codes de l'école. Ouais. Et donc, ça m'a paru assez évident, en fait, progressivement, à mesure que mes recherches, j'ai commencé à faire des recherches dans un domaine très, très, très différent. Je m'intéressais au système visuel, aux images mentales, à la variabilité, mais alors déjà un peu chez l'enfant, mais c'était vraiment, j'avais quelque chose d'une focale très spécifique. D'accord. Et je me disais, mais en fait là, je peux pas faire grand-chose pour changer les choses. Enfin, c'était intéressant, hein, mais je veux dire, je me voyais mal comment ça pouvait avoir un impact sur le réel. Et puis, en fait, en rejoignant le LAPSIDé en 2010, en commençant à travailler avec Olivier Houdet, en m'inspirant aussi de la façon dont il travaillait, je veux dire, avec une proximité forte avec le monde de l'éducation, ça m'a paru évident que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse, en fait, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la communauté éducative et qu'on essaye de penser au-delà de la question du cerveau en développement et de la problématique du développement de l'enfant, de se dire, mais en fait, comment on arrive à faire le dernier kilomètre, quoi. C'est-à-dire de partir du laboratoire et d'aller sur le terrain, penser aux pratiques pédagogiques. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, et puis après, c'est devenu un peu une évidence que c'était là-dessus qu'il fallait faire des recherches. Aujourd'hui, vous travaillez, donc effectivement, vous êtes à la tête même du LAPSIDé. C'est quoi les principaux axes de recherche en ce moment du laboratoire aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Le laboratoire, c'est devenu un gros laboratoire. Ouais. C'était un petit laboratoire, une petite famille, et puis c'est devenu une plus grande famille, on va dire. Donc maintenant, c'est une 60aine de personnes, avec 20 à 25 permanents, dont 20 chercheuses et chercheurs.
Et donc, ça balaye des axes très, très, très vastes, en fait. Il y a des gens au laboratoire qui s'intéressent à l'apprentissage du langage oral, d'autres à l'apprentissage du langage écrit, la lecture, d'autres qui s'intéressent aux mathématiques, il y a des gens qui s'intéressent au raisonnement, il y a des gens qui s'intéressent à la prise de décision, il y a des gens qui s'intéressent à la créativité, Ouais. il y a des gens qui s'intéressent à la pensée critique et comment on articule tout ça avec des problématiques de l'école, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le jeune adulte. Et la particularité de ce laboratoire, c'est d'avoir tout un champ très fondamental qui combine des approches de recherche en génétique, en imagerie. On fait de l'imagerie chez le très jeune enfant, avec des approches longitudinales. Donc, on suit les mêmes enfants dans le temps et tout ça. Donc, on fait Génial. évidemment des approches comportementales. On va dans les écoles. Et puis, on combine ça aussi à la question. D'abord, on s'est intéressé au contexte. C'est-à-dire finalement comment les mécanismes, qui étaient les mécanismes qu'on arrivait à identifier comme étant des mécanismes clés des apprentissages, comment ils étaient modulés finalement par le contexte d'apprentissage. Ouais. Si on est deux ou tout seul, est-ce que ça change un peu ces mécanismes-là? Puis après, ça nous a paru évident qu'il fallait qu'on aille interroger le contexte socio-économique. Mm. Et puis ensuite, d'aller plus loin, d'aller sur le contexte culturel. Donc il y a aussi cette dimension lapsidée, c'est que maintenant, on va regarder dans différents systèmes éducatifs, dans différents pays, finalement, comment se D'accord. développent ces mécanismes, comment on peut finalement activer ces mêmes mécanismes avec, cette fois-ci, des gestes professionnels qui vont être différents, parce qu'en fonction de la culture, vous n'allez pas tout à fait agir de la même manière. Tout à fait. Donc c'est ça la particularité du lapsidé, c'est d'avoir aussi toute une démarche de recherche translationnelle très appliquée, dans laquelle on cherche réellement à changer finalement soit les pratiques parentales, soit les pratiques des enseignants en classe, Ouais. et de documenter ce que ça produit en termes de réduction des inégalités, parce que le dernier objectif de l'APCD, c'est de changer les politiques éducatives en France et dans le monde. Enfin voilà, nous on a des... Je veux dire, notre objectif de l'APCD est très simple, hein, il est de changer le monde en changeant les systèmes éducatifs et C'est déjà pas la mal. promotion des enfants. Oui, a priori on va pas y arriver, mais c'est pas grave, Mais si, on c'est est ce qu'on vous utopiste souhaite. de ce point de vue-là. Il faut se fixer des objectifs ambitieux. Bah ouais, d'autant plus que vous échangez aussi, de ce que j'ai compris, régulièrement avec les pouvoirs publics, Ouais, avec le tout à fait. gouvernement. Et je pense que c'était un enjeu aussi. Et encore une fois, hein, je veux dire, Olivier Houdet a été précurseur de cela. C'est-à-dire qu'il Ouais. nous a montré en fait comment faire. Et on fait ça maintenant de façon beaucoup plus systématique. On est très en contact avec. On arrive à rencontrer des conseillers des ministres. Mm. On arrive à rencontrer parfois des ministres. On arrive même à rencontrer parfois le président de la République. Et on essaye de faire passer le message. Après, voilà, vous savez bien qu'il y a d'autres contingences qui Il y a un peu de boulot. préexistent aux problématiques qui sont les nôtres. Et donc, parfois, on n'arrive pas à avoir les effets escomptés. Mais il y a aussi une autre approche qui est la nôtre, je dirais, c'est d'essayer de le faire à différents niveaux. Alors, bien sûr, vous pouvez aller parler au ministre, bien sûr, vous pouvez, alors on n'est pas encore des visiteurs du soir, mais enfin, on peut parfois parler avec eux, mais il faut aussi travailler à un niveau très local. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les enseignants dans les classes, il faut travailler avec les inspecteurs de l'éducation nationale, il faut travailler avec les conseillers pédagogiques, il faut travailler avec les recteurs, parce que c'est des niveaux qui sont d'importance. Et en fait, c'est plutôt en agissant à tous ces niveaux en même temps qu'on a peut-être une chance de transformation en profondeur du système. Et cette transformation, elle commence dès le plus jeune âge, parce que très régulièrement dans vos interviews et même dans des études, on dit souvent, on lit souvent que les inégalités éducatives, elles commencent dès la petite enfance. C'est là, encore une fois, que vous dites, c'est là que ça se joue, quoi. Bah, c'est les données auxquelles on a accès. C'est-à-dire qu'on Ouais. on a un certain nombre de données. Alors, c'était pas du tout... nous, on n'était pas impliqués dans la commission des 1000 premiers jours, mais c'est vrai qu'il y avait tout un champ de recherche sur la question, effectivement, de l'environnement précoce dans lequel l'enfant se développe, Ouais. qui montrait que, en fait, cet environnement et les propriétés de cet environnement, par exemple, le stress chronique, la moins bonne qualité du sommeil, parce qu'on vit dans des appartements plus exigus, donc il y a plus d'interférences sur le sommeil de l'enfant, mais aussi ce que disait Bourdieu déjà, le capital culturel, c'est-à-dire les activités culturelles auxquelles l'enfant a accès, tout ça, ça a un impact, bien sûr, sur les apprentissages de l'enfant, mais parce qu'en fait, ça a un impact sur son cerveau en développement. Et ça, c'est vrai, en fait, dès 4 mois après la naissance, mais c'est même vrai in utero. C'est pour ça que les 1000 premiers jours, c'était aussi le temps de la gestation, Tout à fait. parce qu'en fait, des contextes de stress très importants sur la mère va avoir des impacts sur les premiers temps du développement cérébral. Donc ça, c'était globalement ce qu'on savait déjà. D'accord. Et nous, ce qu'on est en train de documenter avec des données ministères, notamment parce qu'on a une de mes doctorantes qui est à la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Ouais. Elle est en train d'analyser le panel maternel. Donc, panel maternel, c'est un panel de 30 000 élèves qui sont suivis du début de leur entrée dans le système éducatif jusqu'à leur sortie. Et donc, le premier temps de mesure, il était en janvier de leur entrée en maternelle. Donc, ils ont à peu près 42 mois. Donc, c'est des tout petits bouts de Tout chou. petit. Et on a regardé, en fait, on a mesuré sous un sous-échantillon de ce panel, mais représentatif de la population des élèves français,
leurs compétences langagières, leurs compétences en numératie, c'est-à-dire les compétences pré-mathématiques, on va dire, Ouais. et leurs fonctions, qui sont les fonctions qu'on analyse au laboratoire, parce qu'on a de la chance de pouvoir essayer de faire un peu d'entrisme et donc de leur proposer quelques situations d'évaluation qu'on utilisait, qui évaluent en fait ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ces fonctions de très haut niveau dans notre cerveau, du cortex préfrontal, qui vont en fait réguler l'ensemble des fonctions cognitives et socio-émotionnelles de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Et donc en gros, elles sont au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle l'inhibition, c'est la capacité à résister à des automatismes, à des distracteurs dans l'environnement, mais aussi à réguler ses comportements. Il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est la capacité, quand on est en résolution de problèmes, d'activer des informations et de les manipuler en vue de la résolution d'un problème, et la flexibilité, qui est en gros la combinaison de ces deux premières, c'est la capacité en fonction de la consigne et de la tâche de changer de stratégie. D'accord. Et ce qu'on a montré, c'est que quand vous regardez le milieu social d'origine, déjà il impacte dès l'entrée en maternelle les compétences de langage oral et les compétences numériques, on va dire, de compétences liées au nombre, mais que cet effet, il est expliqué par l'effet du milieu social d'origine sur ses fonctions exécutives. Et donc ce qu'on dit, c'est, en fait, il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que la maternelle, c'est la mère de toutes les batailles. Évidemment, il faut jouer avant sur le contexte familial, mais la maternelle, c'est le contexte, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. Et pour la remporter, cette bataille, il faut évidemment travailler le langage oral. Il faut évidemment travailler les compétences associées au nombre, mais il faut aussi travailler ces fonctions transverses du cerveau, celles qui sont impliquées en fait dans tous nos apprentissages, toute notre vie. Et donc c'est en ça qu'on dit il faut apprendre à apprendre. C'est celle-là qu'il faut développer. Et il faut surtout donner à comprendre à l'enfant qu'elles sont importantes. Parce que ça, c'est pas évident, ça, que notre système, Bien sûr. il a un angle mort sur ces fonctions-là. Voilà, exactement. Complètement. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui comme information sur le cerveau des jeunes, des enfants? On dit souvent, c'est vrai que le cerveau, c'est quand même un muscle, un organe qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais entièrement. Alors peut-être, s'il y a une chose qu'il faut dire aux jeunes, je ne sais pas très bien ce qu'on dit quand on dit les jeunes, mais enfin bon, en tout cas, aux enfants et aux adolescents, ce qu'il faut leur répéter, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de leur dire que leur cerveau, il est plastique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur cerveau, tout au long de leur vie, il va se transformer. En fait, notre cerveau, il est tout le temps en train de se transformer. C'est-à-dire que si on fait bien notre travail là pendant ce podcast, sur le temps du podcast, le cerveau des auditeurs se sera transformé. Il faut comprendre que c'est à des échelles de temps extrêmement courtes, y compris quand on a des vieux cerveaux comme le mien, qui sont moins flexibles et moins plastiques. Mais en fait, de la plasticité, ça s'opère à tous les âges de la vie, et parce qu'on passe notre temps à apprendre. Toute situation est une situation d'apprentissage. Et c'est extrêmement important d'expliquer ça aux enfants, parce que ça leur permet finalement de rentrer dans les apprentissages. Alors, quand on dit finalement ces adolescents, ces enfants, ils ne sont pas motivés à apprendre. Mais souvent, ils ne sont pas motivés à apprendre parce qu'ils ont des conceptions implicites sur leur intelligence et sur leurs apprentissages. Et plus ils viennent d'un milieu social défavorisé, plus ils pensent qu'en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour progresser. Et donc, la première chose qu'on doit déconstruire chez eux, c'est ça. C'est-à-dire de favoriser ce qu'on appelle un état d'esprit de changement. C'est-à-dire leur faire comprendre que comme leur cerveau est plastique, ça n'a pas de sens de penser qu'ils sont condamnés à être nuls en maths ou nuls en français. Ça n'a pas de sens de penser qu'ils sont moins intelligents. Ça n'a pas de sens de penser qu'ils ont une mauvaise mémoire. Tout ça, c'est ces premières choses-là qu'il faut réussir à déconstruire. Donc ça, c'est la première chose, c'est essayer de promouvoir un état d'esprit de changement chez les élèves en leur parlant de la neuroplasticité. Deuxième chose, c'est d'expliquer aussi ce qui se passe en termes de transformation dans le cerveau adolescent. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel les adolescents ont beaucoup de difficultés effectivement à appréhender cette période de leur vie, parce qu'ils n'y connaissent rien sur leur cerveau. Alors, le paradoxe, c'est qu'on commence à étudier le cerveau en 4e dans le programme. On se dit qu'il faudrait commencer dès la maternelle, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est surtout, ça veut dire que les adolescents sont déjà dans la période de l'adolescence. Donc, ils sont déjà finalement dans une phase extrêmement importante du développement cérébral qui dure pendant 10 à 15 ans. C'est long, en fait, la phase de l'adolescence cérébrale. Ça commence à l'entrée à la puberté. En ce moment, c'est entre 10 et 12 ans. D'accord. Et ça perdure jusqu'à 20-22 ans. Donc, il y a cette période extrêmement importante dans la vie, dans laquelle le cerveau, à 9-10 ans, a à peu près la taille d'un cerveau adulte, mais dans lequel il va totalement se réorganiser pendant les 10 prochaines années. Et cette phase, elle offre des opportunités absolument incroyables d'apprentissage, parce que c'est une période de sensibilité très, très, très forte à l'environnement. Ça veut dire que le cerveau est très, très, très plastique. Mais en même temps, c'est une période de vulnérabilité extrêmement forte. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mal à contrôler ses émotions. On est beaucoup plus sensible au stress, notamment au stress chronique. On est très, 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 très sensible aux substances psychoactives comme l'alcool, le tabac et le cannabis.
avec l'idée que l'alcool fait autant de mal que le cannabis. Donc, cette espèce de Ok. mythe très français que oui, c'est pas grave, un petit verre avec les enfants, là, à Noël, tout va bien se passer. C'est une très, très, très mauvaise idée, je le dis à Ok. toutes les familles. Même des quantités d'alcool extrêmement faibles, chez un cerveau en développement comme le cerveau adolescent, et a fortiori avant 16 ans, on a des impacts sur le développement cérébral qui sont non réversibles. C'est-à-dire qu'on atteint le développement C'est cérébral impressionnant. sans retour en arrière possible. Et ça, aucun adolescent ne le sait. Ouais. Donc en fait, quand on dit Oui, on veut, n'en parle jamais. C'est vrai qu'il n'y a on aucune veut une école sensibilisation. promotrice de santé, il faut parler du cerveau. Ouais. Il faut leur dire qu'est-ce que ça a comme impact de consommer des substances psychoactives avec des impacts qui sont réels, qui ne seront pas dans 10 ans. Parce qu'en fait, quand vous dites à un adolescent, si tu bois et que tu fumes du cannabis, d'ici 10 ans ou 15 ans, tu augmentes tes risques comme ça, ils s'en foutent. C'est pas comme Oui. ça qu'ils prennent des décisions. C'est Parce qu'en clair. fait, leur cerveau est dans une phase de développement dans laquelle ils sont très orientés vers les récompenses immédiates, surtout si c'est des récompenses sociales. Et en fait, ils boivent de l'alcool et ils fument du cannabis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça leur donne un statut particulier Ouais. dans leur groupe social d'appartenance. C'est comme ça qu'ils font leur choix. Mais tout ça, c'est un angle mort. C'est-à-dire que on leur dit pas toutes ces choses-là. Et donc, ce qu'on dit beaucoup au laboratoire, c'est que c'est des choses sur lesquelles il faut beaucoup qu'on insiste. Il faut beaucoup plus parler du cerveau, des mécanismes nécessaires à l'apprentissage, parce que c'est un facteur de réduction des inégalités. Parce que ça, c'est extrêmement inégalement réparti dans la population. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez d'un milieu social favorisé, vous avez peut-être la chance d'avoir lu un livre d'Olivier Houdet ou de Edouard Bors, mais si vous venez d'un milieu, ou d'autres, hein, bien entendu, mais si vous venez d'un milieu social moins favorisé, c'est moins le cas, parce que vous avez moins de rapport aux livres, parce que vous avez moins de livres chez vous, et ainsi de suite. Passionnant. Et ça, est-ce que les politiques publiques l'entendent? Est-ce que... Parce que je vous vois sourire, mais c'est vrai que c'est un enjeu de santé publique, ce que vous me dites là. Et pour autant, la sensibilisation sur ces enjeux d'alcool et de drogue, effectivement, on en entend parler de temps en temps, notamment quand on est jeune, en soirée, avec les BDE, les bureaux des lycéens, etc. Mais ça, je ne l'avais jamais entendu, le fait que l'impact sur le cerveau pouvait être tout de suite et surtout irréversible. Ouais. Oui, avec, par exemple, avant 16 ans, consommation de cannabis, vous perdez entre 3 et 4 points de quotient intellectuel que vous ne récupérerez pas. C'est pas vrai. Donc, en fait, il faut aussi prendre la mesure de ce que ça veut dire. 3-4 points de QI. Si vous avez un QI normal entre 85 et 115, donc si vous avez 115 de QI et 111, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie. Oui, par contre, si vous aviez 85 et que vous perdez 4 points de QI, là, c'est beaucoup plus embêtant. Ouais. Donc, ça veut dire que, c'est ça. il y a encore une fois, voilà, on parle d'inégalité. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu à la limite, ça peut avoir des effets qui sont beaucoup plus importants. Et ça, c'est pas normal qu'on n'en parle pas, effectivement, à l'école, et même en termes de politique de prévention des risques. Ouais. Alors, il n'y a pas quand même un angle mort total des politiques publiques là-dessus. C'est-à-dire que l'AMILDECA, par exemple, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, ça fait quelques années qu'on est en contact, qu'ils commencent effectivement à promouvoir ce message. J'ai été reçu, notamment, j'ai eu la possibilité de pouvoir faire une conférence au Conseil des grandes écoles, justement parce qu'ils ont une problématique spécifique autour de l'alcool et de la consommation excessive d'alcool pendant les soirées étudiantes et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir ce type de comportement. Donc on sent que c'est en train de bouger. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est que ça se fasse une place dans le programme. Alors je sais bien que quand je dis ça, les enseignants vont me dire oui, mais il y a déjà plein de choses dans le programme. Moi je suis entièrement d'accord, mais il y a plein de choses qu'on peut virer du programme. Ouais. Il faut enlever des choses du programme. C'est-à-dire on a une école qui met une telle pression sur le programme par rapport à d'autres systèmes éducatifs qu'en fait, il faut plutôt définir des grands attendus, des grandes stratégies éducatives, et puis essayer de cibler effectivement ce qui importe. Et l'école, c'est une école promotrice de santé, donc elle doit aborder ces problématiques-là. Vous parlez justement des exemples à l'étranger. Est-ce qu'il y a un exemple ou des exemples dans vos voyages ou dans vos recherches où vous vous dites, eux, ils ont tout compris, quoi. On parle beaucoup des pays nordiques. Alors, peut-être plusieurs choses. Il y a des éléments de certains contextes éducatifs, de certains systèmes éducatifs dans lesquels on se dit ah oui, ils ont compris en tout cas un certain nombre de choses. Les pays du nord de l'Europe, évidemment, ils ont compris un certain nombre de choses. L'idée, par exemple, que vous ayez 2 demi-journées dans le système finlandais qui sont dédiées aux activités manuelles. C'est génial comme idée. Enfin, je veux dire, quand on y pense 2 secondes, notre école passe son temps à se poser la question de savoir comment on va essayer de réhabiliter finalement les métiers manuels. On a des besoins de ce point de vue-là. On a effectivement un vrai problème en France parce que, en fait, le problème en France, c'est pas le lycée professionnel. C'est que le lycée professionnel sert finalement de triage social. Et que notre vrai problème, c'est les familles aisées. C'est-à-dire qu'on aimerait que les familles aisées
laissent leurs enfants finalement s'orienter vers le professionnel. Ce qui est beaucoup plus le cas en Allemagne. C'est-à-dire que l'apprentissage a beaucoup plus de place en fait, dans le système éducatif. Il est beaucoup plus valorisé. Et donc, on a moins de ségrégation sociale sur cet axe-là. Nous, en France, il faut vraiment qu'on fasse une révolution intellectuelle de ce point de vue-là. Ouais. Donc oui, il y a des aspects comme ça qui me semblent extrêmement intéressants sur le système éducatif finlandais, en Suède ou au Danemark, où vous avez des cours d'empathie, par exemple, des cours de psychologie. En dernière année, en terminale, ils ont des cours de psychologie. C'est génial, je trouve que c'est hyper intelligent. Nous, en France, on est toujours bloqués. J'ai rien contre la philosophie, je trouve ça génial. Il faut faire de la philosophie même beaucoup plus tôt. Je pense qu'on peut en faire dès la maternelle. Ouais. Mais la dernière fois, j'amenais les gens à réfléchir sur la question de savoir pourquoi on apprend, par exemple, dans nos disciplines, les maths, le français, l'histoire-géographie, les sciences, plutôt que la sociologie, la philosophie et la psychologie. Il n'y a pas de réponse à ça. Je veux dire, si on prend purement la question des compétences, c'est tout aussi justifiable de dire il faudrait faire de la sociologie pour comprendre le monde, de la philosophie et de la psychologie pour se comprendre soi-même, et que c'est tout aussi important que de bien apprendre à lire, écrire, compter. Lire, écrire, compter, la seule différence, c'est que c'est une condition nécessaire. Mais ce qu'il faut bien que comprenne le ministère, c'est que ce n'est pas une condition suffisante à la réussite éducative. Et que donc, effectivement, une fois qu'on a passé ces premiers apprentissages scolaires fondamentaux, il y a une vraie question générale. Aujourd'hui, pourquoi on reproduit à l'identique? C'est simplement parce qu'on a des filières qui forment des enseignants de maths, français, histoire, géographie et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a ces disciplines-là. Il faut être très, très clair. Donc, je pense qu'il y a, en tout cas, la vision dans les autres systèmes éducatifs de se dire on peut sortir du cadre. Et j'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas à sortir du cadre. Et je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je suis même surpris que des anciens cadres de l'éducation nationale, même des anciens recteurs, même des anciens recteurs qui ont été très proches de ministres parce qu'ils ont été directeurs de cabinet, disent, et j'étais à une table ronde avec cet ancien recteur, disait, en fait, on est à un moment de bascule pour notre système éducatif. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une révolution. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre des petits sparadraps un peu partout, là où il y a des fuites, pour voir ce que ça va donner. Il va vraiment falloir qu'on mette le système à plat et qu'on se pose la question de savoir quelles compétences on veut développer chez les élèves d'aujourd'hui pour qu'ils soient prêts à être les citoyens de demain dans la cité. Et c'est ça la vraie question de l'école. Ouais. Et c'est pas, je suis désolé, n'en déplaise à tous les ministres qui se sont succédés depuis quelques années, l'enjeu, c'est pas, en tout cas l'objectif d'un système éducatif, c'est pas apprendre à lire, écrire, compter. Ça, c'est nécessaire, mais c'est certainement pas suffisant. Et donc je trouve que ces autres systèmes éducatifs, ils ont ça d'intéressant qui permettent de sortir du cadre. Pour autant, il n'y a aucun système éducatif qui est aujourd'hui directement transposable en France. Parce que notre système éducatif, il est culturel. Et tous les systèmes éducatifs, ils sont culturels. Et ils sont aussi dépendants de la structuration de nos systèmes éducatifs. En France, vous avez 1 million d'enseignants, 12 millions d'élèves. Ce n'est pas le cas en Finlande. Donc, vous ne pouvez pas faire la même chose. Et donc, il va falloir qu'on trouve notre solution française. Mais on a la possibilité de le faire. Mais il faut penser hors du cadre. Si je reviens sur les pays nordiques, la Suède, il y a quelques années, a décidé de transformer tous les manuels papier en manuels numériques. Et puis là, il y a quelques mois, ils ont complètement changé, vous vous en doutez, vous le savez, de politique là-dessus. Le papier a fait son grand retour. Vous avez fait partie de la commission écran du président de la République. Et vous dites dans vos recherches sur le sujet, vous évoquez des contenus de qualité, des contenus numériques qui peuvent influencer positivement le développement cognitif et langagier de l'enfant. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi sur les écrans. Récemment, Oriane Ledroit, qu'on a reçue dans un dernier podcast ici, nous disait qu'il y avait une vraie hypocrisie vis-à-vis des entreprises du secteur de l'éducation et du numérique, parce qu'en fait, on mélange tous les combats. Les écrans, les réseaux sociaux, le numérique éducatif. Quels sont-ils, ces contenus de qualité qui peuvent être regardés donc par les enfants, pour les parents qui nous regardent, et quel est leur impact sur leur développement justement de ces enfants ? Alors, ça va être long. Non, mais la première chose, c'est peut-être de dire un certain nombre, de rappeler finalement là où on en est de nos connaissances scientifiques sur le sujet. Ouais. Et je crois qu'il faut être très clair, c'est des connaissances qui sont parcellaires. Voilà, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de preuves qui sont parfois extrêmement faibles dans un certain nombre de domaines, notamment sur le développement cognitif de l'enfant. On a très peu de données très fiables de ce point de vue-là. D'accord. Et de toute façon, on a des données qui établissent très difficilement des liens de causalité. Parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent le développement cognitif de l'enfant. C'est évidemment pas que les écrans. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire si on essaye de regarder globalement des méta-analyses, c'est-à-dire des recensions de l'ensemble des articles qui ont été publiés, dans lesquels on va, avec des analyses statistiques, essayer d'évaluer
le poids relatif d'un effet. Est-ce que réellement on l'observe de façon systématique dans les études? Et d'autre part, c'est quoi sa taille réelle de cet effet? Ouais. Globalement, celle qui est la plus récente et la plus pertinente dans le domaine notamment du développement langagier, parce qu'on a beaucoup entendu. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit que, oui, le temps d'écran total, ça a un effet négatif sur le développement langagier de l'enfant. Oui, la télé allumée en bruit de fond, ça a un effet négatif sur le développement langagier de l'enfant. Mais pour autant, c'est des effets qui sont faibles. Quand j'entends faible, c'est sans commune mesure, par exemple, avec l'effet du milieu social d'origine. Ok. L'effet du milieu social d'origine, pour donner un ordre de grandeur pour les auditeurs. Globalement, l'effet du milieu social d'origine à l'entrée à la maternelle, ça coûte 600 mots dans le vocabulaire de l'enfant pour un vocabulaire qui est autour de 1000 mots. Ok. C'est plus que du simple C'est double, énorme. en fonction de votre milieu social d'origine. Ouais. Pour ce qui relève du temps d'écran, c'est de l'ordre de 10 à 20 mots. D'accord? Donc, en fait, menons les vrais combats. Ouais. C'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus problématique de perdre 20 mots si vous avez 500 mots dans votre vocabulaire que si vous en avez 1000. Mais je veux juste simplement dire qu'il y a peut-être d'autres problématiques aujourd'hui pour l'école que la problématique des écrans. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette méta-analyse, elle est extrêmement intéressante. Et quand vous demandez à des épidémiologistes parfois de présenter ce qu'ils pensent de cette question, ils vous présentent que cette partie-là de la méta-analyse. Mais il y a une deuxième partie de la méta-analyse qui est extrêmement intéressante, qui montre que des effets positifs, exactement de même grandeur que les effets négatifs reportés pour le temps d'écran total et pour la télé allumée en bruit de fond, des effets positifs du fait de regarder avec son enfant un programme audiovisuel, en fait simplement parce qu'il y a une interaction entre le parent et l'enfant. Parce que Ouais. vous avez déjà essayé de regarder un programme audiovisuel avec un enfant, il va vous poser des questions. Oui. Donc en fait, vous allez interagir verbalement et donc c'est positif pour le développement langagier de l'enfant. Et puis, quand c'est du contenu de qualité, ça veut dire quoi? Des programmes ludo-éducatifs, en fait, oui, ça produit des effets positifs sur le développement langagier de l'enfant, mais faibles. Je veux dire, c'est pas l'enjeu de dire on va mettre tous les enfants dans Bien devant sûr. des programmes ludo-éducatifs, comme ça, ils vont développer leur langage. Pas du tout, parce qu'on apprend toujours mieux au cours d'interactions sociales. Mais ça veut simplement dire qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas caricaturer les effets. Et donc, pour en revenir à la Suède. La Suède, ils sont revenus en arrière. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'on lit mieux et on retient mieux les informations sur du papier, dans des livres, que sur du support numérique. Ceci étant dit, ça dépend du type d'information qu'on veut retenir. Ce n'est pas tout à fait vrai en fonction du type d'information qu'on veut retenir. Si c'est des textes plus narratifs, c'est plus vrai que si c'est des textes plus argumentatifs. D'accord. Première chose. Deuxième chose, quand on fait du numérique augmenté de ressources pédagogiques, c'est très différent. Ce n'est pas simplement d'avoir la ressource, un PDF de la ressource. On parle quand même de liens hypertextes qui permettent d'aller chercher d'autres informations. Et ça, c'est généralement pas testé dans les études. Ouais. Et puis, la dernière chose, c'était que le système finlandais, il était allé très, très, très loin sur le tout numérique à l'école. Mais il faut juste se rendre compte que le taux d'équipement en France, ça n'a rien à voir avec la Suède. Je rappelle qu'on a 13 terminaux associés fixes et mobiles pour 100 élèves dans le premier degré. 13. Il n'y a pas 100% des élèves qui ont accès à un écran. Pour le second degré, on est autour de 50%. 50 écrans, toutes confondues, pour 100 élèves. Donc ça veut dire que tous les élèves ne sont pas équipés. Et quand on regarde les données de l'ADEPE, Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, sur l'effet simplement de donner des écrans aux élèves au collège, on n'évalue même pas le geste professionnel associé. C'est simplement le fait que les élèves aient des tablettes ou ils n'aient pas de tablettes. Ok. Et on regarde soit quand c'est des classes mobiles, c'est-à-dire il y a des tablettes dans l'établissement, mais il faut essayer de les réserver, puis une fois sur deux, on n'arrive pas à les avoir. L'enfer. Ou avoir une tablette par élève. Globalement, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir une tablette par élève. Et globalement, ça entraîne des effets positifs sur les apprentissages, que ce soit sur la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et sur les mathématiques. Donc, il faut sortir de ce discours, je veux dire, totalement caricatural sur l'école. C'est-à-dire que l'école, elle n'est pas massivement numérique. Il y aura toujours des enseignants, parce qu'on apprendra toujours au cours d'interaction sociale. La question, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser le numérique de façon intelligente pour faire gagner du temps aux enseignants pour qu'ils fassent des choses qui relèvent de la réflexivité et du développement de la pensée critique avec leurs élèves. Parce que, je suis désolé, apprendre pendant des heures les associations graphophonémiques, c'est chiant pour tout le monde, très honnêtement. Ça prend beaucoup de temps sur le programme. Ouais. Et si on avait une solution numérique qui permettait d'accélérer un peu cet apprentissage, ça serait peut-être du temps de gagner pour faire autre chose de plus intéressant. Par exemple, je rappelle qu'en cycle 2, si on pouvait maintenir en CP et en CE1 des temps de lecture réguliers auprès des élèves
qui permettrait que ce soit pas la double peine, l'apprentissage de la lecture. C'est on fait un truc très chiant, les associations graphophoniques, et 2, en plus, on n'a même plus le plaisir associé à la lecture, c'est-à-dire qu'on nous lise des histoires et qu'on nous pose des questions sur ce qu'on vient de lire pour développer justement un certain nombre d'autres compétences qui sont importantes pour les élèves. Donc je pense que, voilà, pour autant, les recommandations, elles sont basées quand même sur des effets qui sont effectivement des effets sur lesquels on a des niveaux de preuve importants. C'est-à-dire qu'on sait que les écrans, c'est très difficile d'établir des liens de causalité sur la question du développement cognitif, notamment quand on contrôle pour les pratiques parentales associées, c'est ce que montrait la cohorte ELF. On a des effets, mais ils sont très faibles aussi, plutôt négatifs, il faut quand même le dire. Mais pour autant, on sait qu'on a 2 domaines sur lesquels les écrans jouent de façon négative. C'est 1, le sommeil, et 2, la sédentarité. Donc là-dessus, oui, il y a des recommandations qu'on peut faire. On peut dire, attention sur le sommeil, attention sur la sédentarité. Ça veut dire que les réponses, elles sont aussi complexes. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas simplement pas d'écran. Ça veut dire il faut qu'on fasse de l'éducation à la santé et au sommeil auprès des élèves. C'est vrai. Et auprès de leurs parents. Parce que vous avez 49% des parents qui pensent que les écrans n'ont aucun effet sur le sommeil. Encore aujourd'hui Et surtout, on a une grande partie des parents qui ne se rendent pas compte de l'enjeu du sommeil chez les enfants. C'est-à-dire que je rappelle quand même qu'un enfant entre 6 et 13 ans, il doit dormir entre 9 et 11 heures par nuit. Il y a quasiment... Il doit y avoir 10 ou 15% de la population des enfants en France qui dorment les recommandations du ministère de la Santé. Et comme le sommeil, ça a un impact sur le développement cérébral, qui a un impact sur la plasticité cérébrale, qui a un impact sur les apprentissages, on voit bien la problématique qui est la nôtre. Et donc, il faut évidemment avoir des interventions dédiées sur le sommeil des enfants, de l'éducation au sommeil. Il y a d'ailleurs un dispositif qui est porté par Stéphanie Mazza, qui s'appelle Mémets ton pige, dans lequel ils ont montré qu'ils pouvaient augmenter de 30 minutes par nuit le temps de sommeil grâce à une intervention dans les écoles sur le sommeil. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose, un discours. On peut avoir des effets effectivement concrets d'amélioration du sommeil. Et la deuxième chose, c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on se pose aussi collectivement la question des rythmes scolaires. Parce que ça fait 20 ans qu'on sait que les enfants au collège commencent trop tôt. Parce que quand vous rentrez dans l'adolescence, au moment de la puberté, il y a un décalage de phase de votre sommeil. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça. C'est tout à fait normal que les ados veuillent aller se coucher 2 heures plus tard. C'est leur réponse physiologique à ce changement pubertaire. Donc le pic de mélatonine est décalé de 2 heures pendant la nuit, ce qui fait qu'effectivement, ils ont envie d'aller se coucher 2 heures plus tard. S'ils se couchent à 11h30, en fait, ils ne peuvent pas dormir entre 9h et 11h par nuit pour être au collège à 8h30. Donc, il faut décaler à 9h30. Mais à quoi les parents pourraient vous dire, mais moi, je bosse à 8h, je peux pas... D'accord, mais en 5e, ils y vont tout seuls. Donc, ce n'est pas un bon argument. Et puis, je rappelle que la problématique dans une société, c'est de faire attention aux gens qui sont vulnérables. Comme le sommeil, ça joue aussi sur votre santé mentale. Et qu'on a quand même 40% de notre population adolescente qui a des symptômes dépressifs. Je pense qu'il serait temps peut-être de faire attention aux adolescents dans un premier temps. Et c'est pas... ils se regardent pas le nombril, les adolescents. Ils vont pas bien, je veux dire. C'est ça la réalité. Et donc, en fait, c'est aussi un message très fort envoyé par l'institution scolaire. C'est, OK, on construit un collège qui est pour vous et qui respecte votre rythme physiologique. Et donc, je pense que si le message il est bien présenté aux adolescents, on va entraîner énormément d'engagement des adolescents. Parce que quand même, la représentation des adolescents en France aujourd'hui, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est une représentation extrêmement négative. Extrêmement négative. C'est des petits sauvageons. Vous voulez dire le regard qui est porté sur eux, des bien sûr. adultes sur les adolescents. Je veux dire, ça changerait aussi un peu ce regard-là. Et j'entends bien, ça va désorganiser un peu la société. Je pense à la marge, déjà. Et que, effectivement, j'entends aussi les enseignants qui me disent oui, mais ça veut dire qu'ils vont finir à 6h30. D'une part, on peut peut-être un peu alléger le temps scolaire en France, qui est extrêmement important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir à tout, y compris au rythme scolaire pendant l'année. Je veux dire... Très honnêtement, le fait d'avoir pensé les vacances scolaires essentiellement pour le lobby du tourisme, je ne suis pas sûr que ce soit à l'avantage des élèves. Donc, et j'entends bien aussi les enseignants qui me disent « Oui, mais en gros, je suis mal payé. Un de mes motivations, c'était d'avoir mes vacances scolaires et vous allez m'expliquer qu'il y aura moins de vacances scolaires. » Donc oui, je le comprends. En termes de politique publique, c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut mieux payer les profs et leur demander, peut-être en retour, de réfléchir avec eux sur une nouvelle organisation du temps scolaire. Avec eux. Pas a posteriori leur dire alors on a fait une réforme, qu'est-ce que vous en pensez? By the way. C'est-à-dire que les associer finalement à la discussion parce que peut-être qu'ils ont eux d'autres solutions. Alors est-ce que ça veut dire que l'éducation elle doit toujours suivre le rythme de l'innovation technologique? Alors oui et non. Elle doit à mon avis se poser les bonnes questions et elle doit être systématiquement dans une réflexion prospective mais qui est complexe parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est un système éducatif. Ça veut dire que vous faites rentrer des enfants
tout cas dans notre système éducatif, à 3 ans dans le système éducatif. Et vous avez 15 ans pour développer des compétences qui leur permettent finalement de s'épanouir, je rappelle, qui est l'enjeu d'un système éducatif, une fois qu'ils sont sortis du système éducatif. Ouais. Tout l'enjeu d'un système éducatif, c'est pas les résultats à PISA, c'est tout ce qui se passe une fois que les enfants sortent de notre système éducatif. Donc comment on a développé toutes les compétences dont ils auront besoin finalement pour exprimer leur libre arbitre, être des citoyens épanouis dans la cité, ressentir du bien-être, être en bonne santé physique et mentale, parce que c'est aussi une question de santé publique, ça coûte beaucoup d'argent d'avoir à une fait. population qui est en mauvaise santé. Donc la vraie question du système éducatif, c'est de se dire, bon, d'une part, il faut que je le fasse au jour d'aujourd'hui, mais il faut surtout que j'anticipe quel sera le monde dans 15 ans, quand les enfants seront sortis du système éducatif, pour dire quelles sont les compétences que je dois développer chez mes élèves. Ouais. Et donc la réponse, c'est de dire, oui, bien sûr, il y a un développement technologique qui est en train de s'opérer dans nos sociétés. Et donc, il ne faut surtout pas que l'école soit un sanctuaire. C'est terminé cette histoire. C'est-à-dire, l'école, elle doit être complètement dans la cité. Elle doit être en prise avec les problématiques de la cité et les problématiques actuelles. Pas toujours sur des vieilles antiennes, des réactionnaires et ainsi de suite. Il faut vraiment penser... le dernier exemple, l'éducation à la sexualité, mais il y en a marre, je veux dire. Et bien sûr qu'il faut faire de l'éducation à la sexualité aux enfants, parce qu'en fait, les parents ne veulent pas en parler avec eux, et que donc, comme personne ne leur en parle, ils font quoi? La première fois où ils sont exposés à la pornographie, il faut être très clair, c'est parce qu'en fait, ils ont des questions auxquelles personne ne répond. Donc, ils vont les chercher dans le plus mauvais endroit, certes, mais c'est la seule réponse qu'ils ont. Donc, à un moment, je suis désolé, quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est pas pour faire de la théorie du genre, c'est simplement pour faire ce que doit faire l'école, c'est-à-dire une école promotrice de santé, y compris sur les comportements sexuels. Donc, il faut qu'effectivement, et sur les relations sexuelles et les relations interpersonnelles. Donc, il y a un enjeu de ce point de vue-là. Et effectivement, il faut que l'école, elle puisse penser ça par rapport aux nouvelles technologies et par rapport aux technologies de l'éducation et au EdTech. Moi, la vraie question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on est capable, dans le processus finalement de construction de ces outils, de faire de l'évaluation pour déterminer qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je suis désolé, tous les produits EdTech ne fonctionnent pas. Non. Donc, il faut qu'effectivement, l'ADNE, la direction du numérique éducatif, ait une modalité d'évaluation avant l'implémentation à grande échelle. C'est-à-dire que si on pouvait faire les choses dans le bon sens dans le système éducatif, c'est-à-dire avant de généraliser à l'ensemble du système éducatif, on se pose d'abord la question de savoir, OK, ça marche à petite échelle? OK. Quels sont les facteurs qui vont garantir que ça va toujours marcher à grande échelle? Parce que c'est ça la question, en fait. La question de l'implémentation, elle est hyper complexe. Et n'en déplaise à un certain nombre de cadres de l'éducation nationale, comment on fait de la formation des enseignants à l'utilisation de ces nouveaux outils d'apprentissage? Parce que c'est compliqué. Je suis désolé, c'est hyper compliqué d'utiliser ces nouveaux outils. Et on a besoin de la formation. C'est pas parce qu'il y a une bonne expérience utilisateur que c'est facile de penser un geste professionnel et pédagogique associé à l'utilisation de ces outils. Donc, il faut former les enseignants. Je rappelle quand même que la dernière réforme d'ambition du système éducatif français, c'est le dédoublement des classes Tout à fait. en deux, d'abord CP, puis CE1, puis grande section de maternelle. Dans les réseaux d'éducation prioritaire et prioritaire renforcée, ça a produit 0,20 d'un écart type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'effet, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait espéré. Ouais. Et ça a coûté très cher. Et 3-4 ans après, le ministère fait un rapport et se dit, enfin, le rapport, l'IGAESR, c'est l'inspection générale, fait un rapport et dit, ah, il y a un truc qu'on avait oublié, c'est la formation des enseignants. Les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, je veux dire, il fallait former, parce que s'ils enseignent pareil à 24 qu'à 12, en fait, vous produisez, modulo le fait que comme il y a moins d'élèves, vous pouvez faire un peu plus de différenciation pédagogique, mais vous observez quasiment la même chose. Donc je dis, il y a exactement la même chose sur les outils technologiques, et il faut qu'on démontre systématiquement que ça produit plus en termes de rapidité d'apprentissage et de qualité d'apprentissage, l'un ou l'autre, ou les deux, dans le meilleur des cas, qu'une interaction sociale, et que ça réduit, dans la mesure du possible, les inégalités. Si on montre ça, alors pas de problème, on généralise. Ça permet de faire gagner du temps, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier axe. C'est les outils technologiques actuels. Et puis, il y a le deuxième axe, qui est quand même, encore une fois, tellement court-termiste dans la façon dont l'école pense à ces problématiques. ChatGPT, réaction immédiate de l'ensemble de la communauté éducative. Il faut qu'on arrive à créer des outils qui vont permettre de déterminer que ça a été créé avec ChatGPT. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'apprendre aux élèves à enseigner à utiliser de façon intelligente ChatGPT. Parce que, soyons très clairs, toute la société l'utilise. Toute. Y compris dans les laboratoires de recherche, on utilise tous et toutes ChatGPT. Parce que c'est un gain de temps considérable, y compris chez les enseignants, qui commencent à s'y mettre parce que ça leur permet de faire du matériel pédagogique extrêmement rapidement. Mais donc, saisissons-nous justement de l'occasion d'avoir enfin
une école qui est en phase avec la société et qui prépare ses élèves de telle manière à ce que quand ils seront dans la vie professionnelle, ils sachent utiliser ces outils, mais surtout les penser de façon critique. Se rendre compte que ChatGPT, c'est pas vraiment une intelligence. Ça fait de l'association bayésienne, donc en gros, ça regarde des probabilités d'association entre les mots, et que c'est pour ça que ça raconte plein de conneries, pour être très clair. Et ben ça, c'est effectivement un enseignement intéressant qui peut se faire sans ChatGPT. C'est-à-dire que le prof de philo, il peut parler de l'éthique des IA, le prof de maths, il peut parler des algorithmes. Tout ça ne nécessite pas d'utiliser nécessairement ChatGPT, mais ça leur permet de penser le monde de ce point de vue-là. Et puis la dernière chose, je suis désolé, il va falloir quand même que très rapidement notre école réfléchisse à une question qui, moi, m'apparaît centrale, c'est qu'est-ce qu'on développe chez les êtres humains aujourd'hui qui ne soit pas substituable par les IA. C'est ça le grand combat aujourd'hui. C'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on doit développer chez les élèves maintenant qui ne seront pas substituables par les IA. Et je suis désolé, j'ai peur que les compétences mathématiques se soient substituables. Par contre, les compétences humaines, ce qui fait de nous réellement des humains, les compétences relationnelles, notre capacité de pensée critique, notre capacité à penser par et contre nous-mêmes, notre capacité à communiquer avec les autres, notre capacité à coopérer, à collaborer. Mais c'est ça qu'il faut développer chez les élèves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter de faire des maths. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Oui. Je dis juste qu'en termes de réflexion sur les compétences et les priorités d'un système éducatif, moi, je pense que si on réfléchissait à ça aujourd'hui dans le système éducatif français, on prendrait de l'avance sur un certain nombre de systèmes éducatifs. Donc, les cours d'empathie qui ont été récemment lancés et généralisés en France, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative ? Oui, je pense que c'est une bonne initiative parce que ça va dans la bonne voie et ça permet de faire la focale sur ces compétences psychosociales. Ceci étant dit, je trouve que, encore une fois, c'est encore voir la problématique par le tout petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que l'empathie qu'il faut développer chez les élèves. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Alors, j'entends bien, notre ministre avait eu apparemment des comportements complexes à l'école alsacienne, mais je veux dire par là que c'est pas que pour ça qu'il faut faire des cours d'empathie. C'est-à-dire que l'enjeu, bien sûr, c'est de développer les compétences psychosociales, mais j'aimerais simplement qu'on pense le développement de ces compétences psychosociales en dehors du cadre des comportements négatifs qui peuvent émerger à l'école. En fait, développer les compétences psychosociales, c'est anticiper la problématique effectivement de l'IA et de ce qu'elle est en train de changer dans le monde du travail. 2, c'est aussi à la faveur des apprentissages scolaires fondamentaux. Il y a plein d'études qui montrent que quand on développe les compétences psychosociales, on améliore le climat scolaire, on améliore le bien-être des élèves et que ça participe à leur réussite éducative. On vient de publier une étude en 3e qui montre que les facteurs de résilience académique, donc ce qui fait que des élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés réussissent bien au collège, le premier facteur qui sort, c'est le bien-être scolaire. C'est le premier. Incroyable. Donc, je veux dire, c'est assez clair. Il va falloir qu'on travaille effectivement à ce que les élèves puissent ressentir du bien-être. Alors, certes, on peut changer l'environnement. C'est ce qu'il faut faire. Par exemple, une des choses que je disais ce matin à des collègues d'un réseau d'éducation prioritaire, je leur disais, mais vous savez quelle est la première forme d'anxiété chez les collégiens ? La première forme d'anxiété chez les collégiens quand ils rentrent en 6e, pourquoi le bien-être tout d'un coup dégringole ? C'est parce qu'ils ont peur de ne pas trouver leur salle de classe. Et donc, il y a une réponse très simple. Il suffit de les laisser dans leur salle et que ce soit les profs qui tournent. Encore une fois, coût zéro pour une réforme comme celui-là. Ça travaillera effectivement sur le bien-être, mais surtout, comme c'est un facteur de résilience académique, ça veut dire que c'est un facteur qui réduit les inégalités éducatives. Et c'est ces facteurs-là qu'il faut qu'on essaye d'identifier. Donc, bien sûr, oui, les cours d'empathie, pourquoi pas ? Bonne idée, on est sur la bonne voie. Mais il faut l'étendre beaucoup plus largement en faisant des cours sur les compétences psychosociales, avec l'idée qu'il faut dégager un peu de temps quand même dans le programme, parce qu'on sait que pour que ce soit efficace, il faut avoir du temps dédié, pas beaucoup de temps, laisser un peu d'heures quand même pour les travailler, et puis ensuite de former les enseignants pour qu'ils puissent les réinvestir au cours des apprentissages scolaires fondamentaux. C'est ce qu'ils font déjà quand ils font un travail en collaboration. C'est génial. Sauf qu'il faut avoir appris à collaborer en amont. Et surtout, il faut faire un retour à l'élève sur le fait qu'il est en train de développer cette compétence. Pas que la compétence en maths et que la compétence en français. Passionnant. J'aimerais que ça dure des heures, Grégoire, mais il va falloir, non pas qu'on rende l'antenne, mais qu'on passe à la deuxième partie et dernière partie de l'interview, où je vais vous poser des questions plus courtes qui vont nécessiter une réponse. Alors, en un mot, je sais que c'est pas facile, ou peut-être en une phrase. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Allez. Votre plus grande fierté dans votre parcours ? D'avoir l'impression que j'ai réussi à prendre en considération beaucoup plus l'ensemble des facteurs qui jouent sur la réussite scolaire des enfants, et notamment dans la dernière étude qu'on est en train de mener à Marseille, dans laquelle on fait de l'observation des pratiques professionnelles dans les classes,
Parce qu'un énorme écueil de toutes les recherches que nous menons en règle générale, c'est que certes, on forme les enseignants, mais on ne regarde pas si ça a changé leur geste professionnel. Et si vous ne changez pas les gestes professionnels des enseignants, il n'y a aucune chance que vous ayez un impact sur les apprentissages des élèves et sur la réduction des inégalités éducatives. Et ça, je pense que c'est une de mes fiertés, c'est d'avoir compris qu'à un moment, il fallait aller jusque-là. Ouais. Merci. Deuxième question, diplôme ou expérience ? Expérience, mais expérience aussi dans le cadre des apprentissages, qui peut être un cadre du supérieur. C'est pas antinomique, mais en ayant pensé effectivement en amont le fait que le diplôme reflète réellement des compétences. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France ? Pour réussir dans l'éducation, Ouais. Ça pourrait être... pour réussir l'éducation, ce serait une autre question. Mais... Dans l'éducation, aujourd'hui, c'est effectivement, je pense que c'est de ne pas avoir peur d'essayer, d'innover, mais en corollaire, il faut essayer, dans la mesure du possible, de documenter justement si ces innovations pédagogiques fonctionnent. Et je crois que c'est un gros écueil aujourd'hui. Il faut libérer l'innovation pédagogique partout. On a des évaluations nationales qui ne servent pas vraiment en fait à ce qu'elles disent, finalement, ce à quoi elles disent servir. Mais je pense que les évaluations nationales, c'est un très bon moyen de tester des innovations pédagogiques et ce qu'elles produisent sur les apprentissages scolaires fondamentaux des élèves. Okay. Et donc, je crois que pour réussir aussi en France, il faut, dans le domaine de l'éducation, il faut être un bricoleur. Mais par contre, il faut documenter la façon dont on bricole et démontrer par des données à l'appui que ça fonctionne, parce que c'est ça qui sera transférable. Bien sûr. Une idée fausse que les gens ont sur la recherche en neurosciences ? Qu'on néglige le contexte. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans le même temps que le cerveau se développe pendant plus de 20 à 25 ans et dire qu'on ne s'intéresse pas au contexte. Donc, quand vous avez en tout cas face à vous des gens qui font des neurosciences cognitives, donc c'est plutôt des neurosciences intégratives, ce n'est pas des gens qui vont travailler soit sur les cellules, soit sur les souris, mais ceux qui travaillent sur l'enfant, sur l'adolescent, l'idée fausse, c'est de penser qu'on s'intéresse qu'au cerveau hors contexte. On ne fait que ça, on s'intéresse que au cerveau en contexte. Ouais. Et avoir aussi comprendre que quand on fait des recherches dans lesquelles on combine différents types d'approches, on est tout à fait conscient que ce n'est pas en regardant les activations dans le cerveau humain qu'on pourra effectivement avoir des enseignements sur les pratiques pédagogiques en classe. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a tout un champ de notre recherche qui est un champ de recherche qui est très fondamental, dans lequel on utilise ce type d'approche. Et puis, dans notre recherche appliquée, évidemment qu'on n'est pas sur ces dimensions-là. Ouais. Votre vision de l'éducation dans 20 ans ? Alors, si j'ai une vision optimiste des choses, je me dis qu'on aura fait un vrai Grenelle de l'éducation, dans lequel on aura associé depuis le début les enseignants, les chercheurs, les parents, les élèves. Il faut qu'on prenne conscience aussi qu'ils ont quelque chose à dire de leur école. Et puis l'ensemble des cadres de l'éducation nationale, et qu'on aura pensé collectivement à ce qu'on veut pour notre système éducatif, quelles sont les compétences qu'on veut développer, et au regard de ça, penser un système éducatif qui le permette. Et si on arrive à faire ça, je pense que dans 20 ans, on aura peut-être réglé une partie de ce qui pèse sur notre système éducatif, c'est-à-dire les inégalités éducatives. Si ce n'est pas le cas, je suis un peu pessimiste sur notre système éducatif. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une conférence qui vous a inspiré tout au long de votre parcours, ou une sorte de bible de référence pour vous ? Je pense, mais encore une fois, c'est très personnel. Le fait d'avoir observé Olivier Houdet dans les premières conférences qu'il faisait auprès des enseignants, d'avoir compris qu'il y avait un enjeu à être très très proche du terrain et des pratiques de terrain, de comprendre la réalité d'une salle de classe, de la vie d'un enseignant, des pratiques pédagogiques, ça a été transformant, en tout cas pour mon expérience et la façon dont je fais de la recherche. Et que c'est pas tant une ressource finalement qu'on peut aller chercher demain, mais c'est plutôt l'idée de se dire, en fait, si on veut parler de ces questions-là, il faut aller vraiment s'intéresser à ce qu'est une salle de classe, les questions pédagogiques. Et effectivement, ça, c'est quand même une particularité au LabCD, c'est que ça fait très longtemps qu'on s'y intéresse, parce qu'on a une culture, en fait, dans ce laboratoire, de s'y intéresser. Et que ça permet aussi d'éviter tout type de mépris vis-à-vis des enseignants. On a tout à fait conscience que c'est un métier extrêmement complexe, qu'une salle de classe, c'est un système hyper complexe. Et de ce fait-là, je trouve qu'on arrive à créer la bonne distance et des échanges qui sont des échanges très horizontaux entre la communauté des chercheurs et la communauté pédagogique. Ouais. Une compétence que tout le monde devrait apprendre, selon vous, et notamment les jeunes ?
La compétence, pour moi, qu'il faut développer aujourd'hui plus qu'avant, hein, parce qu'on sait qu'on va avoir des parcours professionnels et personnels très, très différents. C'est apprendre à apprendre. Je crois que c'est un enjeu absolument fondamental. Alors, c'est pas un truc éthéré de dire apprendre à apprendre. C'est d'avoir la capacité, finalement, d'avoir une forme d'autoréflexivité par rapport au processus qu'on utilise au cours des apprentissages. Et que donc, à un moment de notre parcours, on nous ait enseigné très explicitement, mais finalement, comment on mémorise des informations. C'est quoi les stratégies efficaces de mémorisation? Comment je fais pour être concentré? Qu'est-ce que je vais faire dans mon environnement pour m'assurer que je sois le plus concentré possible? Comment j'arrive à réguler mes émotions? On peut aussi enseigner des stratégies de régulation des émotions. Quel est le rôle de ces fonctions exécutives dont on a parlé tout à l'heure? Comment je peux les mobiliser dans ce contexte-là? Ça m'apparaît absolument fondamental. Donc, ce n'est pas un discours un peu hors sol, il faut apprendre à apprendre. Non, 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 il y a des choses très explicites qu'on peut enseigner aux élèves. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a testé, et globalement, ça fonctionne. Le prof qui a changé votre vie, c'est mon avant-dernière question. Moi, j'en ai eu plusieurs. Moi, je pense que de toute façon, on construit son parcours d'élève aussi par les rencontres qu'on peut faire avec des enseignants, mais aussi avec des camarades de classe et d'autres personnes autour de cet environnement scolaire. Je pense que j'en ai un en tête. C'était un prof de français en première ou en seconde, sur lequel je pense qu'il m'a redonné le goût à la lecture que j'avais un peu perdu. J'étais un très grand lecteur quand j'étais jeune. Puis, comme d'autres, au moment de l'adolescence, je me suis un peu écarté de la lecture. Et puis, il m'a refait, d'une certaine manière, reprendre goût à la question de la lecture. Et puis aussi de me montrer que j'avais des compétences que je n'arrivais pas forcément à exprimer, mais que je pouvais quand même exprimer dans un cadre peut-être un peu différent. Donc, je lui en suis gré. Il vous a donné confiance quelque part, c'est important. Et dernière question, si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 1, 2 ou 3 personnes dans l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, pour nous parler des sujets dont on a pu parler aujourd'hui, à qui vous pourriez penser? Sur un axe qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui et dont on aurait pu parler, qui est la question de la pensée critique, de l'éducation aux médias à l'information. La désinformation. Et de la désinformation, dont on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi tout Vous allez revenir, vous savez quoi, Grégoire, j'ai encore plein de questions à vous poser. Je pense que quelqu'un comme Anne Cordier, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement intéressante sur ces aspects-là, aussi de déconstruire un peu des représentations qu'on peut avoir sur le rapport des adolescents à l'information. Tout à fait. C'est presque un débat qu'on pourrait lancer et vous pourriez peut-être venir avec elle. On va y réfléchir. Merci en tout cas merci beaucoup. Grégoire Borz, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir et un entretien passionnant, et je crois que nos auditeurs partageront mon avis et notre avis tous ici dans la salle d'enregistrement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de 20 sur 20, toujours pour l'Express Éducation.